Mes amis, je suis très heureux de vous retrouver, mes 7 mercenaires, parce que désormais, vous serez qualifiés du vocable de 7 mercenaires. Ah ouais. Il y a un sampleur. Évidemment, ça, c'est le bon, la brute, le truand, mais je trouvais ça mieux que la musique des 7 mercenaires. Alors, ce soir, les terriens du dimanche, nouvelle formule. Désormais, il y a un invité fil rouge qui va nous accompagner comme ça tout au long de l'émission. Il réagira à vos zones libres et il présentera sa zone libre. Et aujourd'hui, c'est Xavier Dupont de Ligonnès. Non. Merde. Alors non, ce soir, c'est pas Xavier Dupont de Ligonnès, c'est le délégué général de La République En Marche, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. C'est Christophe Castaner. Christophe Castaner qui sera face aux 7 mercenaires. Hop. Alors, est-ce que vous avez pris des bonnes résolutions pour cette année 2018? Tiens, Gilles William. J'ai décidé d'être encore plus gentil. Ah. Je sais que ça va être difficile. L'impossible n'est tenu, mais voilà, c'est une résolution comme une autre. Et vous, Natacha, c'est quoi votre bonne résolution pour l'année 2018? Garder le sens de l'humour, ouais. Un peu de légèreté, ouais. Parce que visiblement, il y en a qui l'ont plus du tout. 2018 commence de façon assez anxiogène. Ouais, c'est violent. Donc, prendre du recul. Cool, chill. Raquel. Alors, moi, j'aimerais, en 2018, écrire. Ouais. Peut-être un livre. Ah là là. Parce que j'avais écrit un livre en 2015 qui s'appelait Guide citoyen pour la 6e République, que tout le monde a lu. C'est vachement bien. Ah oui. Et après, on est rentré, la campagne, la télé, etc. C'est beaucoup de palabres, c'est beaucoup d'oral. Ouais. Et j'ai envie de reprendre la Ah, c'est tout. Bonne résolution 2018. Écoute, à chaque fois que je prends ma petite fille dans les bras, qui a 16 mois, je me dis que je vais conquérir le monde pour lui dire que c'est possible pour elle. Ah, voilà. Bien. Donc c'est ce que je vais continuer à faire. Voilà, dire que c'est possible, conquérir pas de façon négative évidemment, mais de se dire qu'on peut se lever, on peut être une femme, on peut faire plein de choses et on peut aller au bout de ses rêves. Voilà. Bonne résolution, c'est voir la fin de 2018, j'imagine. Oui, oui. on est pareil. On est dans le même cas. Je compte, bah oui, il faut nous, tenir. si on finit l'année, déjà, c'est bien. C'est très bien. Surtout que j'ai eu la grippe du siècle. Ah voilà, t'as eu la grippe. Pendant les fêtes, bien entendu. Alors, les résolutions, il y a d'abord continuer à emmerder le monde de plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus de cons. Je suis d'accord avec Natacha, mais c'est pas fini, ça va être pire que jamais. Ouais. Hein, aimer, parce que c'est important. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que l'amour dans cette vie? Bon, faut en profiter, nos dernières années, donc aimer de plus en plus. Jérôme Star, bonne résolution pour l'année 2018. Alors moi, j'y crois pas trop à toutes ces conneries, parce qu'à chaque fois, on prend des bonnes résolutions, on ne les tient jamais. Donc je pense qu'en 2018, ma seule bonne résolution, ça sera de ne pas me faire chier à en avoir. Ah, voilà. Pas mal. Et on commence avec les unes de la semaine. Alors, Raquel Garrido, votre une de la semaine. C'est Stop Hypocrisie. Ouais. Voilà, sur les routes, puisque le gouvernement a décidé de baisser la vitesse maximale à 80 km/h sur un certain nombre de routes secondaires. Et j'ai trouvé que c'était une mesure très hypocrite. Ouais. La mortalité routière est très, très liée aux conditions de vie, aux conditions du travail en particulier. Aïe, 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 je sens que ça... C'est la faute au capitalisme. Figurez-vous, les amis... Figure-toi que... Attendez, pardonnez-moi, mais quand, pour chercher du boulot, tu acceptes un job de nuit, par exemple, ou un job 20 km plus loin, ben, tu conduis avec de la fatigue, fatigue physique, fatigue morale. Aussi, on s'aperçoit que les gens qui se tuent sur la route, c'est aussi les gens qui sont en instance de divorce, qui sont isolés, etc. Il y a une fatigue. Ils le disent après. Ce que tu proposes, en fait, c'est d'enlever les suicides des accidents de la route. Non, quoi. ce que je veux dire, c'est que c'est parfaitement hypocrite. Tu circules un peu en province, dans les petites rues, les routes départementales. C'est précisément ça c'est dont on horrible. parle. Le samedi soir, le vendredi soir, mais t'as peur. Ils sont tous torchés. Et puis en plus, ils sont tous torchés. C'est là qu'il y a les accidents. Au bois de pas vrai, Boulogne, 80%. au bois de Boulogne, ça conduit lentement. Ça ralentit, bah oui, Ça, oui. c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Évidemment. Natacha, votre une de la semaine. Une de la semaine, elle va d'abord aller parler à tous ces parents
qui ont eu peur pour leurs bébés, pour leurs enfants, parce que du lait a été contaminé, il y a du poison dans les rayons des supermarchés. Alors, première chose, en effet, faire ce que n'a pas fait Lactalis, c'est-à-dire adresser un mot à ses parents. Vous imaginez ce que c'est que de voir son enfant malade, parfois de façon violente, et sans vraiment savoir pourquoi, alors qu'on avait confiance en une marque. Alors, Lactalis est une entreprise totalement opaque, qui ne communique pas, qui a mis un temps fou à admettre ce qu'il savait depuis au moins le mois d'août, éventuellement un peu avant, à savoir qu'il y avait de la salmonelle. Ensuite, ils ont mis un temps fou à dire quels étaient les lots contaminés, à communiquer. C'est une entreprise qui n'a jamais parlé de ses comptes, mais qui fait tout de même, on l'a su par des fusions où il fallait donner les chiffres, 10,5% de marge. 10,5%, alors que les éleveurs laitiers se flinguent parce qu'ils ne sont pas assez payés. Voilà. Deuxième problème, la grande distribution. Vous pouvez l'applaudir, oui. On applaudit quoi? On applaudit Lactalis pour la marge. Non, on applaudit Natacha qui dénonce l'incurie. Une multinationale qui, là, en gros, récolte ce qu'elle a semé, c'est-à-dire le fait de vouloir à tout prix faire du profit de façon exorbitante en baissant la qualité. En baissant la qualité, c'est-à-dire la qualité du lait qui est choisi, puisque c'est du lait qui est produit dans des conditions qui permettent évidemment de vendre à bas coût à la demande de la grande distribution. La grande distribution qui là dit, mon Dieu, mais c'est pas nous, c'est Lactalis. Mais c'est eux qui font pression sur les producteurs, sur l'agroalimentaire pour qu'on produise de la merde. C'est la grande distribution qui a instauré ça et qui aujourd'hui ne retire même pas des rayons les lots qui sont contaminés. Dernier point. La DGCCRF, c'est-à-dire la répression des fraudes, a été démantelée en 2009 par Nicolas Sarkozy et François Fillon. Depuis, d'ailleurs, le gouvernement de François Hollande et Benoît Hamon, qui s'est plaint de ça récemment en disant qu'il n'y avait plus d'agents, il n'a pas rajouté un agent à la DGCCRF. Donc, les gouvernements de droite et de gauche ont laissé les agents de l'État démunis face à des entreprises qui ne réagissent que quand il y a un scandale sanitaire. S'il n'y avait pas eu de scandale, on mangerait toujours de la viande de cheval. Eh bien, s'il n'y avait pas eu de scandale là, on ne saurait pas que le lait peut être contaminé. Moi, je ne bois plus de lait. C'est bien, c'est bien, hein. Une belle résolution. 2018, je ne bois pas de lait. Et voilà. Alors, Gilles William, votre une de la semaine, Gilles. De la semaine, c'est Carmen Sauvé, mais c'est Bizet qu'on assassine. Ouais. Si on veut véritablement avoir un témoignage poignant de l'absurdité dans laquelle nous vivons depuis le déferlement électronique hystérique de Balance ton port, ça n'est pas le plus mauvais exemple. Le théâtre de Florence a décidé de modifier la fin tragique de Carmen, puisque compte tenu des violences faites aux femmes, le directeur du théâtre considère qu'il n'est plus possible d'applaudir lorsqu'une femme meurt. Donc, très intelligemment, il a décidé d'assassiner l'assassin de Carmen. Don José. Don José. Et effectivement, c'est beaucoup plus moral qu'on l'on donne la mort à un homme. Voilà. Alors, comme le gauchisme n'est jamais très loin du féminisme radical, on a transposé la scène dans un camp de Roms de notre époque où les flics de Don José viennent virer les Roms parce que, bien entendu, à notre époque, il n'est plus question de passer à tabac une gitane. Il faut évidemment tabasser un flic post-franquiste. Ouais. Voilà, alors moi je tiens beaucoup, Thierry, à collaborer avec empressement au changement des fins qui sont vraiment inacceptables à notre époque moderne. Donc je propose par exemple que Fantine, des Misérables, acculée à la prostitution, se lève de son chalit et vienne assassiner ce sale flic de Javert, et que dans les films de guerre, eh ben, tous les juifs déportés revolverisent Hitler. Ah, c'est pas con. Alors, François-Olivier, votre une. Ah bah, tous les Français sont complotistes. Il y a un sondage effarant de l'IFOP qui est sorti, qui montre que 55% des Français, par exemple, pensent qu'il y a une espèce d'arrangement entre le gouvernement et les labos pharmaceutiques pour taire toutes les difficultés sur les vaccins. On vous cache tout, on ne vous dit rien. Et puis alors ça, c'est extraordinaire. On savait que sur l'énorme attentat de septembre 2001, beaucoup de gens pensaient que cet attentat n'avait jamais eu lieu, ou bien que c'était une histoire montée par la CIA. Il y a quand même une
proportion assez importante de Français qui pensent qu'effectivement, il y a des liens entre les services occidentaux et les djihadistes, les terroristes. Et alors, attendez, le bouquet, parce que ça, le bouquet, il arrive bientôt, il y a quand même 9% de Français qui pensent que la Terre est plate. Ouais. En vos cachetot, vous dit rien. Oui, oui. Et 16%, alors ça, faut le faire aussi, 16% de Français qui pensent que les Américains ne sont jamais allés sur la Lune. C'est-à-dire, moi, je trouve, c'est effrayant quand on lit ça, c'est qu'on se dit, mais ces gens-là, en plus, ils votent. Ah, bah oui, ils votent, vous voyez. Non, non, mais je dis pas ça. Non, mais attendez, Natacha, non, faut être sérieux, je dis pas ça du tout. Je dis juste que il faut, ça c'est un sondage, on en a un peu parlé, pas tant que ça, et je pense que c'est vraiment un des grands événements de l'année. On voit quand même, il y a de la merde dans la tête de beaucoup de gens. Oui, alors... Natacha, attendez, Natacha. Je voudrais juste nuancer. C'est que quand on regarde très finement les questions qui sont posées dans ce sondage, elles sont totalement orientées pour susciter ce genre de réponse. En revanche, il y en a d'autres qui sont quand même, en effet, assez effarantes et où on se demande si les gens mesurent vraiment l'importance des mots, puisqu'à côté de ça, 48% des Français adhèrent à l'idée qu'il y aurait un remplacement de la civilisation et de la population européenne qui serait organisé délibérément par les élites politiques et médiatiques. C'est-à-dire, le terme est essentiel, organisé délibérément. 48% des Français, 39% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle, mais 26% des électeurs d'Emmanuel Macron aussi. Donc il faut considérer que toutes ces questions n'ont pas le même statut. Alors, le problème de fond, peut-être, que soulève ce sondage, et ça je crois que c'est inquiétant, angoissant pour notre profession, c'est que les gens ne croient pas aux médias. Bien. Abchatou. Oui. Votre une de la semaine. La une de la semaine, c'est Oprah Winfrey. Yes, she can. Je pense que cette femme sera présidente des États-Unis en 2020. Oh là là. Oprah Winfrey, lors de la 57e cérémonie des Golden Globes aux États-Unis, a reçu le prix Cécile B2000 qui avait été reçu plus de 35 ans avant par Sidney Poitier. Et elle, ce qui en fait la seule femme noire américaine, noire tout court. Il paraît qu'elle n'est pas noire, hein, c'est un complot. Elle a délivré un message d'une puissance incroyable qui était destiné à dire aux femmes, aux hommes, aux enfants. Vous n'avez plus l'obligation de vous taire quand vous subissez une agression. Ça a été incroyable. Un retentissement mondial, tout le monde a soutenu évidemment le message, sauf certains qui n'ont rien trouvé d'autre que d'aller chercher la photo d'Oprah Winfrey avec Weinstein en disant, regardez, elle est avec le porc d'Hollywood. Mais oui, mais quand on connaît, excuse-moi, oui, mais ils l'ont manipulé sur les réseaux sociaux, ils ont manipulé le message parce que quand on connaît l'histoire d'Oprah Winfrey violée, qui a eu un enfant décédé, on sait qu'elle ne savait pas. Elle ne savait pas au moment où elle pose sur la photo. Au même moment, en France, on a 100 femmes qui signent une tribune qui défend le droit d'importuner, ouvrant le droit à tout et à n'importe quoi, légitimant la violence aux hommes, aux femmes. Je doute que Catherine Deneuve, qui a signé cette tribune, prenne le métro. Je doute que Mimi Mati, qui dit « Moi, je me prends une main aux fesses, je mets une main aux couilles », sache de quoi elle parle, parce que, excusez-moi, quand on est une femme et qu'on se prend une main aux fesses dans certains quartiers, je ne suis pas sûre qu'on ose mettre une main aux couilles, on essaye vite de se barrer pour éviter d'être agressé davantage. Et j'ai envie de dire, quand elles disent que se faire frotter dans le métro est un non-événement, je suis outrée d'entendre ça. Quand il y a une gamine de 20 ans qui va arriver et qui explique à sa mère qu'elle s'est fait frotter dans le métro par un type qui avait probablement l'âge de son père et qu'elle en est traumatisée, on ne peut pas dire que c'est un non-événement. Mais si tu prenais plus souvent le métro, tu verrais qu'on est collés parfois les uns contre les autres à certaines heures. Je finis ma une, je te rappelle que c'est ma une, s'il te plaît. Et je vais parler parce que je veux dire ce que je veux dire. La conséquence, voilà, c'est qu'on a entendu cette semaine, on peut jouir d'un viol. Oui, voilà. Brigitte Lahaie sur BFM. Moi, choquée. Donc voilà, cette tribune, pour moi, elle incite la violence, elle minimise les souffrances, elle fait des agresseurs des victimes, elle fait des victimes des agresseurs, ou en tout cas, elle réduit leur message à des banalités. Ça vous fait mal aux oreilles, mais vous allez entendre ce que j'imagine que ces femmes... On est tous contre le viol. Alors, je vais clôturer mon message en disant, OK, non à la délation, mais non à la banalisation des violences et surtout de demander aux victimes de faire moins de bruit que leurs bourreaux. Ça, je suis pas d'accord. Jérém Star, Castaner est arrivé.
Alors moi, ma une de la semaine, c'est une d'hommage donc à France Gall. Hein, tout le monde le sait, elle nous a quittés le 7 janvier dernier. Depuis une semaine, je crois que tout a été dit à son sujet de manière plus ou moins habile. Moi, aujourd'hui, voilà, j'aimerais passer un coup de gueule. C'est la manière dont sa vie a été racontée à travers toutes les chaînes télé. Personne, et je ne dis bien personne, n'a raconté autrement sa carrière qu'à travers le prisme des hommes qui ont finalement partagé sa vie, que ça soit professionnellement parlant ou personnellement parlant. Claude François, Julien Clerc, Gainsbourg, Michel Berger, enfin voilà, tous ces hommes qui ont partagé sa vie. Non, qui lui ont écrit des chansons. Oui, mais qui ont quand même en quelque sorte S'ils avaient juste partagé sa vie, je serais d'accord. Ils lui ont écrit des chefs-d'œuvre. Ah oui, et qui étaient des génies. Hein. Mais il faut quand même... Alors, on parle souvent de Gainsbourg. Berger aussi, c'est un génie. Berger aussi, c'est un génie. On parle souvent de Gainsbourg, mais il faut quand même pas oublier que si Gainsbourg a gagné l'Eurovision, c'est grâce à France Gall qui a interprété Poupée de cire, Poupée de son. D'ailleurs, il le disait lui-même à l'époque. J'étais un marginal en 64, France Gall m'a sauvé la vie. Oui. Deuxième coup de gueule, je refuse également qu'on résume France Gall à ses années Berger. Pour moi, voilà, France Gall, c'est aussi ses années pop, ses années jeunesse, qui sont pleines de chansons coquines, mais très mignonnes, comme par exemple Et des baisers, Rue de l'Abricot, et aussi Les petits ballons. J'aurais aimé vraiment qu'on parle voilà, de France Gall davantage pour la femme puissante et courageuse qu'elle était. C'est vrai qu'elle en a bavé, je veux dire, c'est horrible tout ce qu'elle a vécu. À la base, c'est une gamine qu'on a fait bosser comme un chien, qui dans les coulisses se prenait des crachats, des mains au cul. Quand elle montait sur scène, voilà, on lui criait à poil. Que dire aussi des souffrances qu'elle a endurées, à savoir voilà, le décès de son mari, le décès de sa fille, la maladie, et tout ça, elle l'a fait avec de la dignité et surtout dans le silence. J'aimais cette femme et j'aimerais qu'on se souvienne plus d'elle comme tout ce que je viens d'évoquer, plutôt que comme ayant été la potiche de quelques compositeurs qu'elle a rencontrés. France, si tu le regardes. Voilà, très bien. Et maintenant, mesdames et messieurs, voilà la une de Mathieu Madénian. On parlait de Xavier Dupont de Ligonnès. Oui. Donc moi, Tu l'as retrouvé. Non, mais moi, je suis passionné par ces histoires-là. Ça a l'air. Donc j'ai trouvé le t'es où, t'es pas là. C'était marrant. Voilà. Donc, mais en fait, j'avais une pensée parce qu'on parle de lui, mais on parle pas de ses victimes. Ouais. C'est vrai, c'est un truc qu'on oublie, que ce mec-là a quand même tué toute sa famille, ses enfants, sa femme. Il est présumé innocent. Présumé innocent. Mais il les a quand même enterrés sur la terrasse de sa maison. Et j'ai eu une pensée ce soir pour l'agent immobilier qui a revendu la maison. Oh putain, ouais. Ah oui. Je pense qu'il a dû galérer. Il est végétarien, mais il dévore les politiques. Franck-Olivier Gisbert. Alors, vous nous parlez de quoi cette semaine, Simple et Reporter? À Simple et Reporter, il est allé à Béziers pour aller voir Ménard. Ménardland commençait là-bas. Et je me suis bien marré. Iron Girl, Natacha Polony. Ce soir, tranquille. Non, je voulais me réserver pour notre invité. Et puis bon, j'avais quand même la une sur Lactalis, j'ai bien donné. C'est bon, ça fait Tranquille beaucoup ce pour soir. aujourd'hui. Pour détourner un avion, il faut être dedans. Elle est là, Raquel Garrido. Vous nous parlez de quoi ce soir, Raquel? Cette semaine, je vous amène rencontrer des dames bénévoles qui s'occupent de bébés de 0 à 2 ans dans le cadre des Restos du Cœur. On connaît tous ces Restos du Cœur, on va visiter les Restos du Cœur pour bébés. L'avocat qui se défend très bien lui-même, Gilles William Goldnadel. Tranquille, vous avez besoin d'un truc? Qu'est-ce qu'on raconte? Bien non. Ma zone libre, c'est le déchaînement raciste anti-policier. Attention à l'âge où tu demandais un peu d'argent de poche à tes parents. Elle avait déjà monté sa boîte. C'est Absatoussi. Tranquille ce soir. Ah mais tranquille et encore plus tranquille que je ne suis plus au milieu de ces deux individus et que j'ai un nouveau voisin beaucoup plus musclé qu'eux. Il traite tout le monde de putaclic en assumant être une tête à claque. C'est Jérém Star. Qu'est-ce qui se passe ce soir, mon petit? Alors, cette semaine, j'ai décidé de m'intéresser à ce fléau qui est le harcèlement scolaire. Je suis très content parce que ça faisait pas mal de temps que je voulais justement traiter ce sujet. Donc voilà, j'ai rencontré une intervenante en milieu scolaire et une victime. Et c'est vrai que ce reportage m'a retourné. La meilleure chose qui soit venue de Perpignan depuis Charlotte Julien, c'est Mathieu Madénian. T'en fous pas une ce soir, j'imagine. Moi, je regarde. Ah, tu dis des conneries, toi. Ouais. On a un nouveau chroniqueur en plus. Ah, il est C'est super, plutôt cool. je le connais. Il est super sympa. Et notre invité fil rouge ce soir, c'est le délégué général de La République En Marche, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Son slogan, c'est... Vous avez aussi un slogan, tout le monde a un slogan.
Son slogan, c'est l'homme qui murmurait à l'oreille du président. C'est Christophe Castaner. Bienvenue parmi nous. Alors Bonsoir. Vous avez votre slogan et votre sampleur. Emmanuel comme un soleil, Emmanuel toujours plus belle, Emmanuel devant les yeux, la vraie merveille. Voilà, l'émission s'appelle Les Terriens du Dimanche, le groupe Les Gréments de Fortune et le hashtag LTD. On commence avec l'invité fil rouge face aux 7 mercenaires. Ah, ça met l'ambiance, hein. Pou, pou. Alors, on commence avec Absatou. Votre question à Christophe Castaner. Moi, c'est pas une question, c'est un constat. Alors, figurez-vous que quand on vous a vu arriver, on s'est dit, mais il a un look absolument incroyable, toujours bien habillé, costume impeccable. Je vous dis pas tout ça pour faire sauter mes PV, hein. Mais on s'est dit, c'est bien, continuez. voilà, on s'est dit, il est sexy, il est incroyable. Vous avez vu, toute la presse a titré, voilà, en disant qu'il était presque un dieu du stade. Moi, je voulais me frotter, moi. Oh non. Et alors là, je me suis dit quand même, comment on peut passer de dieu du stade au look de Chuck Norris? Mais alors expliquez-moi. C'était avant, ça. Mais ça, c'était avant. J'ai trouvé Juste avant. une photo de... Non, moi, je veux comprendre ce qui s'est passé entre ce moment-là et maintenant. Ah oui. Voilà. Qu'est-ce qui fait que... Regardez cette coupe de cheveux incroyable, avec cette longueur sur la nuque, cette chemise ouverte, avec cette chaîne en or qui brille, comme Ayam le disait dans son... Voilà. C'était OPS, Avec Raquel, d'ailleurs, à ce moment-là. C'était OPS, il n'y avait pas de budget, ça doit être ça, la veste trop grande. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Même les mains ont l'air stressées. Excuse-moi, c'est pas ça. Expliquez-nous. On veut comprendre ce qui s'est passé. Alors d'abord, j'ai gardé la chaîne en or parce que c'est le cadeau d'anniversaire de ma maman pour mes 18 ans. Donc celle-là, elle me quitte pas. Ensuite, j'avais un coiffeur qui adorait la nuque longue version Chris Waddle. Ouais, vous vous c'est ça, souvenez de Chris la Waddle, le joueur de mulet. football de l'OM. Et donc, j'osais pas le contrarier. Et puis après, le pire, c'est que globalement, je trouvais ça pas mal, hein. Non, mais c'est vrai que Christophe a eu une autre vie avant. Il y a eu toute une époque où il a failli mal tourner, etc. C'est un peu à cette époque-là. Et Raquel, elle pense que j'ai mal tourné quand même, hein. Ah non, au contraire. Et l'accent, vous l'avez perdu, l'accent? Parce que vous venez du sud de la France. En fait, j'ai jamais vraiment eu, mais je l'ai sur des mots rose, jaune. Là, Rose, évidemment, j'ai ah oui. l'accent. Ah ouais, Voilà. Ah oui. Bon, Gilles William, quelle est votre question pour notre invité fil Moi, rouge? c'est une question double. Ça restera entre nous, hein. D'accord, on est qu'entre nous. Franchement, hein. Dans les 7 mercenaires, je suis pas la brute. Le Non. truand. Très sincèrement, est-ce que... Merci. C'est ça, on n'attendait pas moins de toi. Et une avocate qui Oui, dit oui, ça à mais un je préfère- avocat, hein. À tout prendre, je préfère le truand. Est-ce que vous ne pensez pas que vous avez un petit peu excédé le soutien à M. Ryan Nezar, le porte-parole comète d'En Marche, l'insulteur compulsif qui ne peut pas rencontrer un contradicteur sans le traiter de fiotte? Quand il est tout petit. Oui, non, l'histoire, il ne s'est pas prescrit il y a 4 ans. Et secondement, T'as vu l'âge qu'il a est-ce que vous ne pensez pas non plus que pour tentouiller de l'excuser, vous ayez expliqué que c'était un petit gars de Montreuil? C'était pas très gentil, ni pour Montreuil, ni pour ses victimes. Cher maître, moi j'ai le sentiment que quand on plaide, il faut avoir de quoi plaider. Ouais. Alors les propos que vous rapportez, je ne les ai jamais tenus. D'ailleurs, dès qu'ils sont sortis, rapportés par un tiers qui aurait dit à une journaliste que j'aurais dit, alors que j'avais fait un choix simple, celui de ne parler à aucun journaliste quand le sujet est sorti dans la presse avant de rencontrer Ryan. Parce qu'avant de m'exprimer, je pensais qu'il était nécessaire que je lui parle. Après lui avoir parlé, j'avais le sentiment qu'il n'avait pas pris conscience de la gravité de ces mots qu'il avait utilisés il y a quelques années quand il était étudiant. Par contre, je n'ai jamais fait les commentaires qui me sont prêtés. Je les ai démentis immédiatement, mais il n'empêche qu'une fois que c'est lancé, tout le monde commente Bah oui, les c'est commentaires difficile, bah et oui. jamais la Ah vérité. oui. Mais bon, il est parti de toute façon, Ryan. Il a démissionné parce qu'on a eu le sentiment, lui et moi, qu'il était empêché d'exercer sa fonction de porte-parole. Et c'est dommage parce que c'est un type formidable qui a réussi ses études, qui avait envie de faire, mais qui, étudiant, a dit des mots inacceptables. Jérém Sarr, vous avez une question pour notre invité, fil rouge? Alors bonjour Monsieur Castaner. J'ai tapé donc votre nom sur oui, Google. là, C'est la première fois que je m'adresse à un politique. Il nous parle quand même avec plus de désinvolture.
Bah écoute, alors donc j'ai tapé... Restons concentrés. J'ai tapé sur Google votre nom pour voir ce qui ressortait et le premier résultat, forcément, c'est Christophe Castaner, amour Macron. Vous avez déclaré donc au Point en octobre, j'assume cette dimension amoureuse, Emmanuel est fascinant, tout est chez lui. Donc moi j'aimerais aujourd'hui creuser un petit peu le sujet. Bah oui. On a 2 heures. J'ai pour vous un petit quiz, alors c'est très rapide. J'espère que vous allez répondre sans langue de bois. Ce qui vous manque le plus quand vous êtes loin l'un de l'autre, c'est quoi? Sa jolie bouille, vos discussions ou pas grand-chose? Il me manque pas grand-chose, il m'envoie des textos, il me tient au courant. S'il vous demandait de lui prêter 1 000 €, vous lui offririez tout de suite, sans Oui. l'interroger sur la raison de cet emprunt, ou vous refuseriez gentiment en lui demandant de s'adresser à ses parents? Je lui prêterai immédiatement, parce que s'il me demande, c'est qu'il en aurait besoin, mais a priori, il y a assez peu de chances qu'il me sollicite. Quand vous l'apercevez au loin, votre cœur bat la chamade, vous vérifiez discrètement dans la vitrine que vos cheveux sont bien coiffés, ou vous avez envie de la tirer dans un coin? J'oserais pas les 3 à la fois, et donc du coup, je l'aperçois rarement au loin, parce que on a un huissier qui nous introduit dans la salle de rendez-vous. Wow. Et enfin, dernière question, et c'est la plus importante. L'amour avec lui pourrait rimer avec toujours, peut-être un jour, ou calembour? Avec affection, lien, respect. C'est pas mal. Alors bravo Christophe Castaner, vous venez de répondre au questionnaire en ligne de version féminin, amoureuse ou pas. Donc félicitations, je vous annonce que vous êtes complètement accro à 73%. Apparemment, vous avez tiré le gros lot, cet homme vous fait complètement tourner la tête, vous êtes prêt à vous mettre en 4 pour le rendre heureux. Vous semblez fou de lui, pardon. Prenez bien soin de cette relation, ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre quelqu'un qui nous touche à ce point. Qu'en pensez-vous? Pour eux que Brigitte n'ait pas entendu cette émission, c'est tout. Voilà, c'est tout. Très bien. Natacha Polony, une question pour Christophe Castaner. Une question, moi j'ai écouté les vœux du président à la Nation et j'ai entendu Emmanuel Macron dire qu'il voulait combattre les nationalistes et les sceptiques. Alors les nationalistes, je veux bien comprendre, encore que je pense qu'il faudrait définir exactement qui sont les nationalistes. Mais les sceptiques, là... Pardon, mais ça me surprend terriblement parce que le scepticisme, c'est l'exercice du doute, c'est-à-dire de la raison critique, c'est le fondement de la pensée libre. Alors, est-ce qu'il faut comprendre par là que finalement, La République En Marche ne supporte pas qu'au-delà de la communication, on s'interroge réellement sur ce qui est concret, les résultats qui peuvent se faire attendre, que ce soit sur l'environnement, derrière la com. Donc, vous ne voulez que des croyants et surtout pas des gens qui exercent leur raison? Non, mais d'abord, je crois à la force du doute. C'est Alain qui disait que le doute est le sel de l'esprit, et c'est pour moi un vrai moteur. Ça l'est aussi pour Emmanuel Macron. Ah bon? Mais les sceptiques qu'il visait sont ceux qui voient la France en gris ou en noir. Ou même si on a confiance, par exemple, et aujourd'hui on a une très forte progression, donc confiance dans l'avenir de la France, d'un point de vue économique, on continue quand on pense pour soi-même que tout va mal. Ces gens qui vivent en noir la réalité, certains en souffrent. Mais d'autres, en politique, sont les professionnels de la dénonciation permanente. Ce sont plutôt ceux-là, les sceptiques, qu'il évoquait. Oui, mais ceux qui sont, que vous appelez Je tente de professionnels traduire de Macron, la dénonciation permanente, sont parfois ceux aussi qui, en effet, ne se laissent pas avoir par des exercices de communication. Une communication qui a totalement envahi la politique et qui, sans doute, est très bien maîtrisée par le président de la République. Mais on constate tout de même que dans la politique qui est menée, encore une fois, derrière les annonces, eh bien, parfois, il n'y a rien, et je pense notamment aux questions environnementales. Non, mais un seul sujet, c'est la loi sur les hydrocarbures qu'on vient de voter et qui prévoit la fermeture de la totalité des centrales productrices de CO2 à des échéances extrêmement courtes parce que c'est nécessaire, ça n'existait pas. Ce n'était pas le cas en France et qui s'engage à refuser toute extractation dans nos sols, que ce soit les gaz de schiste ou le pétrole. C'est une loi qui vient d'être votée sous l'autorité de Nicolas Hulot, ça va dans le bon sens. Oui, très bien. Raquel Garrido. Une question pour Christophe Castaner. D'abord, je suis ravie de vous revoir. Je ne vous avais pas vu depuis que je suis allée à Matignon poser une question. Avant votre première émission ici. Voilà, c'était dans le cadre de cette émission. Alors, c'était beaucoup vu pendant la présidentielle. Oui, on s'est croisés quelques fois. On a croisé le fer. Tu as eu d'ailleurs ton petit succès. Voilà, alors lui, il a gagné, moi j'ai perdu, et du coup, je suis ici. Ah ben, alors si j'avais su, j'aurais peut-être... voilà, vous avez des regrets. J'ai une question, une question à vous poser, mais d'abord vous rapporter un témoignage qui est absolument authentique. Une Monique, qui travaille dans une banque de dépôt, a passé le plus clair de ses journées de janvier,
depuis le 1er janvier, à répondre à la colère, aux questions, au désespoir de ces clients retraités qui ont constaté la baisse de leur pension parce qu'elles sont désormais soumises à la CSG. Parmi ces clients, une dame, appelons-la Madame Martin. Elle avait donc une retraite complémentaire, elle a une retraite complémentaire et de réversion qui a été payée le 1er janvier et qui a été rabotée. Elle a une retraite de base qui a été payée le 9 janvier et qui a été rabotée également. Et du coup, en fait, elle gagnait avant 1 283 €, maintenant elle gagne 1 262 €. Alors vous allez me dire, tout ça, 1 200 €, ça fait partie des gens qui gagnent plutôt bien leur vie, ou en tout cas suffisamment pour ne pas être considérés comme ceux qui sont exemptés de cette baisse de CSG. Mais dans le cas de Mme Martin, qui est un cas usuel, elle a 1 049 € de frais obligatoires. Par exemple, le loyer, EDF, etc. Je ne fais pas la liste, vous voyez ce que ça veut dire. Au final, elle a donc, cette dame, 213 € pour vivre, pour tout le reste. La nourriture, les produits d'hygiène, les vêtements. Ça fait 7 € par jour. La baisse de ses revenus, ça équivaut à 3 jours de ce qu'elle a pour subsister au quotidien. Donc ma question est la suivante. Est-ce que vous avez l'intime conviction que appauvrir ces gens-là, c'était la bonne décision à prendre? D'abord, on l'a fait dans la clarté. Dès le 10 décembre 2016, vous étiez comme moi engagé dans la campagne. Emmanuel Macron avait dit la chose suivante. Je souhaite augmenter les salaires de la totalité des femmes et des hommes qui travaillent dans ce pays. Et donc, Monique a effectivement connu une baisse de revenus parce qu'on a décidé d'augmenter de 1,7 la CSG. Par contre, la totalité des salariés à la fin de ce mois de janvier, 21 millions, qu'ils soient smicards, vont connaître une forte augmentation. Et à la fin de cette année, ça représentera en moyenne 500 € par personne qui travaille. On a fait un choix, celui de favoriser le travail, parce qu'il fallait augmenter le pouvoir d'achat des Français qui sont en activité. Et ensuite, de faire porter l'effort sur la CSG, parce que la CSG, c'est un impôt plus juste, qui porte sur la totalité des revenus, y compris les revenus du capital. Et je pense qu'on est aujourd'hui sur une assiette beaucoup plus large, où effectivement, il y a une catégorie de perdants, et je sais que c'est difficile, surtout pour les plus petites retraites, c'est effectivement celles et ceux qui sont dans ces 1 400 €, ou 1,7, ça représente un peu moins de 20 € par mois, et c'est une somme non négligeable. Mais le choix qui a été fait, c'est celui de faire en sorte que tous les salariés, et je ne doute pas que si je reviens à la fin du mois de janvier, parce que les salaires sont plutôt payés à la fin du mois de janvier, vous aurez l'occasion de me dire, c'est plutôt chouette qu'il y ait 21 millions de Français qui aujourd'hui aient une forte augmentation salariale. Et là, je vous parlais de cette dame, Monique en question, la banquière, elle a fini par lui donner 10 € de sa poche, et en lui disant aussi, allez au secours populaire. Vous romancez un tout petit peu ça. Je pense que ça mérite un tout petit peu mieux. Si vous voulez. D'ailleurs, voici Monique. Elle arrive. Ah non, c'est pas du tout romancé. Je parlais de la banquière qui avait donné les 10 €. Ah non, je vous assure que c'est la réalité parce que cette dame a craqué. La banquière aurait pu rappeler à Monique, parce que manifestement elle suit l'actualité, que dès le mois de septembre, elle bénéficiera d'un tiers de la baisse de sa taxe d'habitation, qui rapportera pour Monique beaucoup plus que les 7 € en question. Non, c'est pas du tout sûr. Une taxe d'habitation, allez, on la met pas cher, 500 €. Un tiers, ça nous fait 166 €. Ce sera plus que les 7 € ramenés au mois. Vous faites 7 fois 12. C'est même le double. C'est même le double, Raquel. Et donc, elle aura une augmentation de son pouvoir d'achat. Ça suffit. François-Olivier Gisbert, votre question pour Christophe Castaner. Alors, moi, c'est une question personnelle. Vous n'allez pas vous en sortir comme ça, parce que je suis sûr que vous allez nous faire un peu de langue de bois. Bon, la succession de Jean-Claude Gaudin est ouverte à la mairie de Marseille, parce qu'il a annoncé qu'il allait partir. Bon, et c'est vrai que dans certains milieux, par exemple à la Provence, journal, où il y a beaucoup journal. Il y a un excellent expert qui s'appelle François Tonneau, que vous devez connaître. Plein de gens, en tout cas, pensent que vous serez le prochain candidat à la mairie de Marseille, et peut-être même avec le soutien de Jean-Claude Gaudin. Et qu'est-ce que vous répondez à ça? Parce qu'au fond, Marseille, ça ne se refuse pas. Et Marseille, peut-être que Marseille vous tend les bras, non? Marseille se refuse jamais. La preuve, Jean-Luc Mélenchon est tombé amoureux il y a peu de temps de cette ville passionnément. C'est une ville que je connais bien, que j'aime aussi passionnément, comme tous les gens qui connaissent Marseille. Les gens vous aiment là-bas. Et vous avez l'accent, il y a tout. J'ai bien fait de venir, mais aujourd'hui, ça n'est absolument pas mon actualité. Mais là, vous allez vous faire chier. Délégué général d'En Marche, comme ça, secrétaire d'État. Maire de Marseille, c'est pas simple non plus. Hein. Oui, mais enfin, en tout cas, c'est une belle ville qui avance et qui progresse. Enfin. Je vous le dis, aujourd'hui, je sais que mon nom circule beaucoup pour être candidat à Marseille. Ça n'est pas mon actualité. Oui, mais vous pourriez y aller. Ah mais il ne faut jamais rien exclure en politique, mais alors ce n'est vraiment pas le chemin que je prends aujourd'hui. Je me suis rendu à Marseille il y a quelques mois, je ne me suis pas rendu depuis. Ce sujet n'est pas pour moi d'actualité. Mathieu, vous avez rencontré Emmanuel Macron? Oh là là,
Mais je vous comprends, hein. Ah, rien pareil. Je comprends l'amour, tout ça. Bah ouais. Non, mais je vous raconte une histoire vraie, OK? Sans déconner. J'écris dans Charlie Hebdo et dimanche dernier, il y avait les 3 ans, les commémorations des 3 ans. Donc, on était tous devant les locaux de Charlie, là où il y a eu la tuerie. Et donc, on dépose la gerbe de fleurs, tout ça. Et après, donc, il y a Emmanuel Macron qui arrive avec sa femme et Anne Hidalgo. OK? Anne Hidalgo, je la connais. On s'est rencontrés quelques fois. Elle me dit bonjour Mathieu. Elle me fait ça va. Je dis ouais, ça va, je suis pas venu en voiture, donc c'est bon. À ce moment-là, il y a Brigitte Macron qui arrive, qui est très émue, qui est en larmes, vraiment. Donc peut-être qu'elle est venue en bagnole. Et là, il y a Emmanuel Macron qui arrive. Et alors on me présente, je dis voilà, la présidente qui me présente, Monsieur Macron, je vous présente. Et là, Manu, c'est ce qu'il me fait. Et mon regard, il me fait mais je connais très bien Monsieur Madénian. Alors, je fais ma blague préférée, je fais écoutez, monsieur, je sais pas, vous me rappelez quelqu'un, mais je sais pas qui, tu vois, je dis comme ça. Et là, il me serre la main et il me dit on fera les vannes une autre fois. Et en partant, il me touche les fesses comme ça. Non. Ouais, parole d'honneur. Je suis resté. Oh, l'agression. Je suis limite amoureux. Non, mais je vous dis la vérité, il m'a eu. C'est-à-dire que. Je l'ai vu partir. Je n'y crois pas. Là. Ah, mais parole d'honneur. Et je l'ai vu partir. C'est du pénal. Sur la tête de ta mère. Ah, mais c'est la vérité. Oui, je le jure. Le soir même, le soir même, je le tête vois. de ta mère. Il est en Chine avec le président chinois. J'étais jaloux du chinois. Je fais, oh là là, il lui parle. Il m'a eu. Puis voilà, c'était les 7 mercenaires face à l'invité fil rouge. Voilà. Et maintenant, mesdames, messieurs, c'est l'heure des terriens de Tanguy Pastureau. Alors on commence avec le président Macron, un gros actu cette semaine, il bosse tout le temps. Après sa mort, dans 120 ans, c'est lui-même qui portera son cercueil tellement il est à fond. Alors d'abord, le 31 au soir, cette bête sensuelle a présenté ses vœux en nous regardant dans les yeux et en faisant le geste qu'on fait à la Fistinière. Un établissement où les gens ont les chakras ouverts, mais pas que. 50% des Français, dans les 5 minutes qui ont suivi, ont fait l'amour à leur téléviseur. Moi, j'ai entendu un truc qui partait, j'ai dit « Oh non, mais qui a déjà ouvert le champagne ?» Ma tante m'a répondu « C'est pas le champagne, c'est tonton René, il a vu Macron. » Lui, Macron, a reçu Erdogan, le Turc dur comme un loukoum oublié depuis 4 ans au fond de sa boîte. Alors, grosse chaleur entre les deux hommes, hein, l'ambiance était la même que chez le docteur quand on attend les résultats d'un bilan sanguin. Ensuite, le président Macron s'est rendu en Chine, pays où son épouse Brigitte est une star, hein, l'équivalent de Philippe Laville, chez les gens qui aiment les Antillais mais détestent les Noirs. C'est une star depuis qu'elle est marraine du panda du zoo de Beauval. Pour être aimé en Chine, il suffit d'avoir un panda. Hein, donc voilà, merci. Hein, bah oui, bah attendez, potentiellement la Chine c'est 1,4 milliard de téléspectateurs, c'est autre chose que nos 60 millions de pleu-pleu, là, nos ménagères à la con. Moi j'ai 43 piges, c'est maintenant ou jamais si je veux faire rentrer le pognon. Je dis aux Chinois, regardez, on dit achetez-nous. Alors la visite de Macron en Chine a été sublime. Il a offert au président chinois un cheval de la garde républicaine. Pour le prochain défilé, il y aura 80 types à cheval et un mec derrière à pied en train de courir, en criant « Pourquoi c'est le mien qu'on a bazardé, bordel ?» Les Chinois nous prêtent des pandas, on leur offre un cheval. L'argent, c'est fini, hein. Désormais, on règle tout en animaux. Hein, Thierry, d'ailleurs, je suis payé 10 hamsters par émission. Si vous pouvez me passer à 11. Hein, merci. Alors, Macron avait pensé offrir Nemo, hein, son chien qui urine partout à l'Élysée, au président Xi Jinping. Mais il a eu peur que l'autre leur file à son papy qui vit dans la Cambrousse et que le chien, bien sûr, finisse en gratin dauphinois. Alors... Spécial cliché, oui. Dès l'arrivée à Pékin, c'était féerique. À peine sorti de l'avion, une petite fille a collé Macron, hein, lequel lui a dit « Ça va, bébé ?» Ah bah attendez, non, mais parce que là-bas, tout est décalé. Hein, à 9 piges, ils ont déjà 4 ans de carrière dans le secteur du textile. Donc à 10 ans, ils cherchent l'âme sœur pour se marier. Et à 13, c'est fini. Regarde Question pour un champion en bouffant de la semoule. Alors Brigitte, plus belle que jamais, était en rouge, manteau de la marque Balmain, qui sortira l'hiver prochain. Elle vit avec 1 an d'avance sur nous.
nous. Elle a déjà vu Star Wars numéro 9 et tous les jours au téléphone, elle a le successeur de Nicolas Hulot. Alors le rouge, c'est la couleur de la Chine, hein, ce qui explique pourquoi ils n'ont pas la tradition du taureau piscine. Monsieur Zhang, à droite, était lui-même en rouge. Quand Macron, confondant avec sa femme, lui a dit « Allez, mon amour, on rentre à l'hôtel », il a répondu « Enfin, mon loup, j'ai cru que tu viendrais jamais ». Puis Macron a rencontré le vieux mec qui, dans Gremlins, a vendu le mougouaï à ce con de gosse, infoutu de s'en occuper. Quelle chance, mais c'est mon rêve d'enfance, quoi. Ensuite, ils ont visité un palais où on les a aspergés d'eau. Alors, soit en voyant l'âge de Macron, ils se sont dit on va baptiser le petiot, soit c'est une tradition chinoise qu'on ne comprend pas. Mais bon, les Chinois, eux, qu'à la galette des rois chez nous, il y en a un sous la table qui dit cette part, elle est pour mamie, celle-là pour Kevin, ça doit les laisser dubitatifs aussi. Hein, d'autant que si vous n'avez pas de famille, c'est une tradition idiote. Xavier Dupont de Ligonnès, ça fait 7 ans qu'il est sous la table à attendre qu'on lui dise qui prend laquelle. Alors avec les Macron, il y avait Fabius et Raffarin hein, qui font partie des meubles. Les Chinois ont les buffets en acajou. Bon, bah nous, on a Fabius et Raffarin. C'est juste moins pratique si on veut ranger des choses dedans parce qu'il faut leur demander. Puis, M. Zhang a offert à Macron un petit Bouddha hein, que le président a tout de suite mis en vente sur eBay pour 2 €. Se farcir 10 heures de vol pour un bibelot qu'on trouve chez Pire Import et qui, en plus, chez Pire Import, fait fontaine à eau. Enfin, ça vaut le coup de rester chez soi. Ils se sont aussi mis au garde à vous. Hein, ça, c'est la Chine, quoi. En moins d'1 heure, vous filez droit. Là, si un type avait crié « Les Japonais arrivent », Macron prenait un sabre et partait en hurlant « À l'attaque, tout pour la patrie, vive le communisme !» Enfin, il vous retourne en 12 secondes, quoi. Alors sinon, Macron a appris à dire « Make our planet great again » en mandarin, tout en se faisant maquiller. Hein, il a la vie des danseuses du Lido quand un quart de touriste chinois est prévu pour la représentation de 22 h. Et puis il a dit « France is back, Europe is back hein, ». Tout est back. Hein. Macron, c'est Backman. Et il court et il roule à 80 km/h. Et il est malin. C'est un petit jeune qui n'a peur de rien. Une chance, même. Mais le voyage ne s'est pas arrêté là, puisqu'à Pékin, ils ont visité la cité interdite. Alors, chez nous, en cité interdite, il y a Épinay-sur-Seine ou Villiers-le-Bel. Bon, bah, eux, c'est Pékin. Alors, comme d'habitude, ils étaient beaux comme une pub. Hein. Après avoir vu cette photo, moi, je suis allé à la boutique Couples et j'ai dit, donnez-moi tout, quoi. Même le manteau blanc, on s'en fout. Puis Xi a croisé Raffarin, à qui il a dit bah alors, mon gros, tu t'es barré du zoo de Beauval. L'autre a dû le convaincre que malgré sa bonhomie, il n'était pas un panda. Macron a aussi parlé des libertés et des droits de l'homme à Jinping, hein, qui lui a répondu oui, oui, c'est ça, allez, on va manger. Ensuite, et ça, c'est un beau geste comme ça. Ensuite, Xi Jinping a fait jouer, pour nous faire plaisir, du Johnny Hallyday. Hein, il est à côté de la plaque. France Gall a repris Mademoiselle Chang, a chanté Hong Kong Star, et l'autre, il nous balance du Johnny qui n'a pas écrit un truc sur la Chine. Enfin, comme président, il est bien, mais comme DJ, il est nul. Hein, c'est le genre, dans une soirée sur un paquebot Costa, vous balancez la BO de Titanic par Céline Dion, là, vous êtes à 300 km des côtes. David Guetta peut dormir sur ses 2 oreilles, hein, s'il les retrouve sous ses cheveux, parce que la relève est loin d'être prête. Enfin, un moment mignon. Oui, le moment mignon, c'est vous, Christophe Castaner, parce que France Gall, vous lui avez rendu hommage en écrivant sur Twitter « Ils ont de la chance, les anges. Ils viennent d'être rejoints par une étoile. Sous cette enveloppe de gaillard hyper viril se cache une jeune fille rêveuse. Hein, vous avez tout pour devenir Miss France, enfin, à part les petites fesses, mais avec un peu de pilates. Et puis, pour votre anniversaire, Édouard Philippe, qui vous avait appelé mon poulet. Hein, non, c'est moi qui l'avais appelé ainsi. Ah oui, oui, c'est ça. Eh bien, il vous a offert donc un poulet. Hein, donc, heureusement que vous ne l'avez pas appelé ma couille, parce que votre relation n'aurait plus jamais été la même. À tout à l'heure pour le retour. Bravo, voilà. C'était Tanguy Pastureau qu'on retrouve tout à l'heure. Bon, Tanguy Pastureau, le retour. Et maintenant, on passe en zone libre. C'est la France qui se lève tôt. C'est Raquel Garrido.
Alors, Raquel, les Restos du Cœur, c'est plus de 2000 centres qui distribuent chaque année 136 millions de repas. Et on le sait moins, qui aident 31 000 enfants. Alors, pour en savoir plus, vous avez mis les pieds dans le plat. On va regarder. On regarde. On connaît très bien les Restos du Cœur, on connaît moins bien les restos des bébés du cœur. 70 endroits en France sont dédiés aux bébés de 0 à 18 mois. Ce sont des dizaines de milliers de bébés qui sont choyés par des bénévoles. On va aller en rencontrer aujourd'hui à Poissy. Take the baseline out. On donne un paquet de couches toutes les semaines, du lait toutes les semaines ou tous les 15 jours, et toutes les semaines également 3 petits pots salés, 3 petits pots sucrés. Et pourquoi vous ne donnez que ça? Parce que c'est les dotations qui sont prévues par les restos, et on donne aussi en fonction de ce qu'on nous livre et de ce que l'on a. Qui vous donne? Les Restos du Cœur achètent des petits pots et tout ça, et ensuite il y a également les collectes. Alors, on fait la distribution alimentaire, mais on ne fait pas que ça. Parce qu'on est une équipe un peu pluridisciplinaire, ce qui est assez spécifique à notre resto bébé. Ancienne sage-femme, ancienne puéricultrice, ancienne infirmière, ce qui nous permet de faire des conseils. C'est un grand bonheur d'être bénévole. Et puis de voir ses enfants, c'est émouvant. Voilà. Et ces petits bouts, ils n'ont rien demandé. Et voilà. Ils démarrent mal dans la vie, je trouve. Donc on fait le maximum pour les aider. Dany, pourquoi vous avez décidé d'être bénévole alors? Vous pourriez couler une retraite paisible, profiter de la vie, être dans des bateaux croisières, je ne sais où, en Méditerranée? Certainement pas, c'est pas du tout mon style. Et puis donner de son temps, donner de ses valeurs aux gens qui en ont besoin, je pense que c'est une croisière, mais c'est une croisière bien dans l'au-delà. Hein? J'ai la technique. J'étais sage-femme. Alors, je m'occupais des bébés. Est-ce qu'il a un bonnet? Et il est tout nu. Le nez. Quand ils viennent ici, ils jouent beaucoup. Ils s'épanouissent avec les autres camarades. Ça leur rend possible de croiser d'autres enfants aussi. Nous aussi, ça leur rend possible de croiser d'autres mamans pour s'échanger beaucoup. Et quelque chose qu'on ne comprend pas du tout. Elle nous explique. On ne sait pas seulement qu'on prend bien qu'on les couche, mais il y a des liens aussi qui se tissent. En tout cas, c'est génial, c'est bon. Ils sont vraiment gentils. Là, aujourd'hui, vous venez ici avec donc, un bébé qui a quel âge? Il a 6 mois. 6 mois. Donc, on nous donne des conseils, comment on peut faire manger les enfants. Désolée. Moi aussi, j'ai des enfants, j'ai 3 enfants. Et pour tout le monde, c'est difficile de s'occuper des enfants, pour tout le monde. Mais quand, en plus, il y a des situations de précarité, c'est trop injuste. Bye bye, baby. Remember, you're my baby. Raquel, c'est un reportage qui vous a ému. Ouais, je suis vraiment navrée. Très émouvant, non mais c'est... Je demande pardon de ce craquage. J'avoue, moi, j'étais pas très familiarisée avec ces centres dédiés aux bébés. On connaît tous les Restos du Cœur. Bon, ceux-là, parce qu'on se figure que dans un pays aussi riche que le nôtre, en fait, ça n'existe pas. Parce que ces dames, mais ce sont des héroïnes, elles ont consacré toute leur vie au service public. Ce sont des assistantes sociales, des puéricultrices. Et à la retraite, les nanas, elles y retournent. Ouais. Donc, c'est une façon d'en parler, au-delà des chiffres, parce que ce sont des chiffres qu'on manie tout le temps, 9 millions de pauvres, 6 millions de chômeurs, et puis voilà qu'on parle, on balance les chiffres. Mais au final, ces femmes, voilà, moi je les ai rencontrées. Une maman, par exemple, celle qui m'a fait craquer, en fait. Elle avait amené le matin sa fille de 10 ans à l'école primaire à Saint-Denis, parce que c'est à Saint-Denis qu'elle avait obtenu une scolarisation pour son enfant en primaire. Mais ce centre-là, il est à Poissy, dans les Yvelines.
78. Donc, elle était partie le matin, 6 h du matin, avec sa gamine de 9 ou 10 ans, pour aller jusqu'à Saint-Denis pour la scolariser. Et ensuite, avec le bébé, elle était revenue à Poissy, avant l'heure de fermeture, parce que bien sûr, ça ferme à midi, parce que c'est bénévole quand même. Elles ne peuvent pas être là tout le temps. Et je me dis, mais pourquoi, comment c'est possible d'avoir autant de difficultés, de la vie qui vous met autant de bâtons dans les roues, et pourquoi l'État ne peut pas en faire davantage dans un pays si riche où on a tellement d'argent qu'on fait des ristournes fiscales à ceux qui payent l'ISF? Mais il est là. Il va te répondre. Il est là. Je ne vais pas répondre à la petite pique politique de la fin, parce que si c'était... Non, mais Raquel, si c'était lié à l'ISF, ça fait longtemps que la pauvreté serait supprimée dans ce pays, et on sait bien que jouer à ce jeu politique ne me paraît pas utile. Il y a aujourd'hui ce constat, et je partage... Mais oui, mais c'est ce que vous faites à la fin, et je pense que c'est dommage. Parce que si c'était la question de l'ISF, jusqu'au 31 décembre, l'ISF existait encore. La pauvreté que vous avez filmée, elle est là. Et c'est ça la réalité. Et ceux qui pensent que c'est en prenant à quelques-uns qu'on va régler les problèmes de tous et de la pauvreté de tous se trompent. Ça, c'est une remarque politique. Par contre, il n'empêche que ce que vous avez montré est révélateur d'une société qui va mal, d'une société qu'il faut accompagner, qu'il faut traiter, qu'il faut soigner. Et ce que vous avez montré, c'est quelque chose qu'on connaît en France depuis quelques années, c'est qu'il y a un haut niveau de pauvreté, bien sûr, mais la pauvreté est de plus en plus jeune et frappe les plus jeunes. Il y a quelques années, la pauvreté, c'était... face à la retraite, parce qu'on n'avait pas cotisé, parce qu'on a eu des accidents de vie professionnels, on n'avait pas la capacité d'avoir... Enfin, on n'avait pas assez cotisé, donc on n'avait pas la capacité d'avoir une bonne retraite. Aujourd'hui, la pauvreté, elle touche même les jeunes travailleurs. Et donc, elle touche ces jeunes mamans. Et la maman, je ne sais pas, mais je suis sûr que la maman travaillait, en plus de devoir se déplacer, comme vous l'avez évoqué, et elle a un niveau de salaire qui l'empêche de vivre correctement. Donc oui, il faut des réponses sociales. La protection maternelle infantile, des conseils départementaux, agit au quotidien, mais ça ne suffit pas. Et il faut aller plus loin sur ce sujet. En 2018, le mot d'ordre de Macron, c'est social quand même, non? Mais c'est même pas 2018, 2017 ou 2019. De toute façon, la France est un pays qui fait vivre des solidarités. Mais avant de distribuer de la richesse, il faut la produire. Et donc, il faut aussi faire en sorte de combiner cette ambition de développer l'emploi, parce que la meilleure façon d'aider quelqu'un, c'est pas de lui donner une aide ponctuelle, c'est de l'aider à trouver un boulot. Je n'arrive pas à comprendre, Christophe Castaner. Vous venez de nous dire que sans doute, malheureusement, cette femme travaille et qu'elle n'arrive malgré tout pas à subvenir aux besoins de ses enfants. Et pourtant, vous appartenez à un gouvernement qui est en train de fabriquer des travailleurs pauvres en libéralisant petit à petit le code du travail et en mettant en place un modèle où on accepte des inégalités, où on accepte de perdre 80 milliards d'euros par an d'optimisation fiscale, mais où on va régler le chômage en créant de l'ubérisation de la société et des travailleurs pauvres. Moi, je ne sais pas ce que vous acceptez. Moi, l'optimisation fiscale, quand c'est de la fraude, je ne l'accepte pas. Et je crois que personne ici n'accepte cela. Je ne suis pas d'accord avec vous. À la fin du mois de janvier, on ne les fragilise pas, les travailleurs. À la fin du mois de janvier, ils verront tous une augmentation de leur salaire par la suppression des charges dont on a parlé tout à l'heure. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, il y a des créations d'emplois en France et ce n'est pas lié au fait que ce gouvernement est en responsabilité il y a 6 mois, même si ça joue sur la confiance, et c'est une bonne chose. C'est ça dont j'ai envie de vous parler, c'est renforcer la capacité de créer des emplois dans ce pays et pas de fragiliser l'emploi. Vous qualifiez cela comme ça, je vous le dis, tout ce que nous faisons, ce n'est pas pour aider des patrons à s'enrichir, c'est pour créer de l'activité, créer de l'emploi en France. Les raquelles du samedi, du bleu sur les paupières, tourne, tourne, tourne aussi. C'était la P1, des terriens du dimanche, l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. On se retrouve après la pub avec l'insolite de Christophe Castaner sur l'association Rêve. À tout de suite. Rebonsoir les terriens du dimanche. Nous sommes de retour sur Terre dans l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. Toujours en compagnie des 7 mercenaires. Franz Olivier Gisbert, Natacha Polony, Raquel Garrido, Gilles William Golnadel, Absatoussi, Mathieu Madénian, Jérôme Carr. Ce soir, face aux 7 mercenaires, le délégué général de La République En Marche, le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, Christophe Castaner. Et maintenant, on passe en zone libre. C'est la France 2.0 par Jérém Starr.
Alors, Jérém Starr, à l'heure où les affaires de harcèlement font grand bruit, le harcèlement scolaire fait encore souffrir en silence un enfant sur 10. Ouais, c'est quand même un constat terrible. Voilà, moi, je rencontre toutes les semaines des jeunes lors des dédicaces de mon livre qui me racontent justement qu'ils sont victimes de harcèlement scolaire. Moi-même, je l'ai vécu de par mon orientation sexuelle. J'étais victime de moqueries, d'insultes. Je mangeais mon sandwich tout seul aux toilettes. Je contournais des groupes pour ne pas avoir ce regard moqueur. Et j'avais vraiment envie de traiter ce sujet. Donc, je suis partie rencontrer 2 personnes. La première, c'est Noémia Grohan, la présidente de l'association Génération Solidaire, qui, elle aussi, a été victime de harcèlement scolaire et qui en a fait aujourd'hui son cheval de bataille. Elle intervient dans les établissements pour sensibiliser les élèves dès leur plus jeune âge. Et j'ai rencontré Eva, 15 ans, qui a été harcelée du CP à la 5e. Elle est tombée dans l'anorexie, elle prend des antidépresseurs. Et 2 semaines avant ce reportage, elle a été hospitalisée. Je pense que le reportage va parler de lui-même. Oh, regarde. Ah, ça y est, c'est là que ça se passe. Je suis un peu en retard, mais je vais entrer dans la classe. Qui a eu cette idée folle? Bonjour. Alerter les adultes, c'est quelque chose de très important. Il faut se respecter. On est tous différents, on doit se respecter. Dans certains établissements, en 2017, persiste encore une certaine politique de l'autruche. Il y a quand même des professionnels qui vont dire « Oh, c'est rien, ça forge le caractère » ou voilà. Ah, vous l'avez entendu ça? Je l'ai entendu récemment, il y a quelques mois, dans une situation bien particulière. Donc c'est vrai que voilà, il y a encore des établissements où c'est minimisé. Alors le plus souvent, c'est quand même des situations de harcèlement moral, verbal, des propos dévalorisants, parfois aussi des propos discriminatoires. Après, il y a aussi le cyberharcèlement, les réseaux sociaux, le téléphone portable. C'est ce qui fait que c'est devenu un véritable fléau, dans le sens où ça peut devenir du 24/24. Et j'ai beaucoup de témoignages où ça sort du cadre scolaire et ça poursuit même à l'intérieur de l'établissement scolaire. C'est ça qui est très préoccupant pour moi aujourd'hui. Je vais rencontrer Eva, 15 ans, qui a vécu l'enfer pendant plus de 7 ans à l'école et qui a décidé de briser le silence. Bienvenue chez moi. Tu me disais que pendant 7 ans, tu as vécu donc, du harcèlement scolaire, mais quel a été l'élément déclencheur? Ça a commencé à cause de quoi? Ça a commencé avec des insultes. C'était toujours Eva, la petite grosse, qui jouera pas avec nous. En CM2, c'était tu passes pas la porte, tu ressembles à une boule de bowling. Il m'avait poussée et j'étais tombée et tout ça était raflé. J'avais la peau qui était arrachée et ils étaient contents, ils rigolaient alors que je saignais en gros. Je me mettais au fond de la cour, je pleurais. Je me cachais tout le temps parce que je voulais pas qu'on voit que j'étais faible en fait. On m'a appelé, on a connu le soir en me disant de toute façon t'es moche, tu verras à l'école on va te frapper. Si on te frappe pas t'as de la chance, etc. On m'envoyait des petits papiers où il y avait marqué t'es grosse, regarde comment t'es, fais attention à pas casser la chaise. Ça a fait mal et de voir que personne ne voulait réagir, que même mes propres parents, ils voyaient pas ça parce qu'ils cherchaient pas à savoir plus en fait. T'en arrives à avoir des pensées extrêmes parce que tu penses que tu mérites pas de vivre. Un samedi, j'étais toute seule chez moi. J'étais partie prendre un couteau dans la cuisine. Et je l'ai regardé et je me suis dit, qu'est-ce que tu fais avec? Et j'étais à 2 doigts de faire une bêtise. Mais j'ai pensé à ma mère, à ma famille. Et je me suis dit, je peux pas leur faire ça. Et je suis partie le reposer. Je suis retournée dans ma chambre et j'ai commencé à pleurer parce que je me suis dit, comment j'ai pu en arriver là en fait? Merci de t'être confiée. Et ces gens ne méritent absolument pas que tu pourrisses ta vie. Parce que ce sont eux le problème finalement et pas toi. Donc j'espère vraiment que tu iras de l'avant et je t'envoie énormément d'ondes positives. Christophe Castaner, le gouvernement va-t-il faire du harcèlement scolaire une grande cause au même titre que le harcèlement des femmes? D'abord, j'ai envie de dire à Eva... T'es pas moche. Ouais, comme papa. Qu'elle est belle, qu'elle est courageuse.
Et vous remercier. Parce que c'est important, à travers des reportages comme ça, de donner la dignité. Pourquoi le harcèlement, c'est insupportable? Parce que c'est la violence du fort face au faible. Le faible, parce qu'il est faible dans une situation subie. Le faible, parce qu'il l'est par une situation de différence aussi. Et il faut refuser ça. Jamais la différence doit être un élément considéré comme une faiblesse et doit permettre de lutter contre cela. Et donc il faut que les enseignants, et ça doit être évidemment une grande cause permanente, que les enseignants soient les premiers attentifs à cela. Mais il faut surtout libérer là aussi la parole et dire à n'importe quel gamin dans nos écoles, partout dans les centres de loisirs, dans la rue, qu'ils ne doivent jamais se taire et qu'ils doivent toujours parler. Il y a des téléphones verts qui existent, mais il y a toujours un adulte. Le numéro 30-20. Voilà. Mais il y a toujours un adulte, il y a toujours un grand frère, il y a toujours une grande sœur. Il faut parler, parler, parler et ne jamais accepter ces violences-là. Je crois que ce n'est pas tellement la force du fort sur le faible, c'est la force du groupe par rapport au type qui est différent. Et j'apprécie beaucoup ta zone libre parce que c'est une question de sensibilité. Moi, à l'école, il y a trop longtemps, il y avait un chauve. Et l'institutrice, qui était une femme formidable, mais c'était une sensibilité d'une autre époque, quand il était pas sage, elle menaçait de lui enlever sa casquette. Dieu merci, ça c'est les progrès de mai 68. Je suis souvent sévère avec mai 68. On a une autre sensibilité. Et donc là, je crois beaucoup, moi qui suis souvent dans le répressif, aux vertus de la prévention. Et ce que tu fais ce soir, c'est exactement ce qu'il faut faire. Je pense qu'on est dans le progrès, en gros. Je ne suis pas, sur ce plan-là, spécialement pessimiste. On est plus sensible qu'avant. Oui, on est plus sensible. Et c'est pas de la sensiblerie. Mais on a un gros problème aujourd'hui de libération de la parole. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais si on est mineur, on peut aller au commissariat déposer plainte et signaler les faits. Les parents peuvent se constituer partie civile pour obtenir des dommages et intérêts. Mais pour chaque jeune qui nous regarde, voilà, j'aimerais vraiment dire que c'est très important de ne pas s'isoler, parce que c'est souvent ça le problème, c'est l'isolement. Il ne faut pas que les jeunes se disent que c'est de leur faute, parce que ça n'est pas de leur faute. Et je pense que c'est vraiment le maître mot qu'il faut retenir, c'est le dialogue, la parole, dénoncer, parler, c'est agir pour que ça s'arrête. J'ai entendu, vraiment, j'ai lu des directeurs d'école qui disaient que c'était de la chamaillerie et que ça forgeait le caractère. Mais c'est absolument scandaleux d'entendre des choses pareilles. C'est pas de la chamaillerie, ça ne forge pas le caractère. Non. Le harcèlement scolaire, ça a des répercussions à vie. L'école, c'est la première expérience que l'enfant va avoir finalement en société. Et s'il commence aussi mal, eh bien, je suis désolée, ça peut laisser des séquelles à vie. Tout à fait. Merci, j'aime ça. Et on continue avec la zone libre de Christophe Castaner. Pour votre zone libre, Christophe Castaner, vous avez voulu parler de Rêve, une association qui œuvre depuis plus de 20 ans pour réaliser les vœux des enfants gravement malades. Alors, pourquoi cette association ? D'abord parce que c'est une association que je connais. J'en suis, dans mon département des Alpes-de-Haute-Provence, président d'honneur, très symbolique. Et j'ai eu l'occasion d'accompagner celles et ceux qui offrent ce petit moment de rêve à un enfant, une enfant qui, face à la maladie, a envie de faire quelque chose qui, pour lui, est extraordinaire. Et donc, j'ai pu, comme ça, observer, rencontrer, voir des jeunes filles, des jeunes garçons retrouver le sourire et retrouver de l'énergie. Et l'énergie, c'est toujours la meilleure façon de lutter contre la maladie. Alors, on est allé rencontrer Carla. Elle a 13 ans. Elle a réalisé son rêve grâce à votre association. On regarde. Alors, bonjour Carla. Bonjour Nicolas. Alors, on va parler d'un voyage que tu as fait en Laponie grâce à l'association Rêve. En fait, à l'origine de ce voyage, il y a ta maladie que tu as découverte quand tu avais 9 ans. Sur le coup, je n'ai pas trop réalisé ce qui s'est passé. J'avais mes parents et ma sœur qui pleuraient. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'était cette maladie ? Une tumeur, c'est une masse cancéreuse. Et donc, ça a été des traitements très lourds. Chimiothérapie et puis rayon X à Dijon. Et c'est pendant ces traitements que tu as entendu parler de l'association Rêve. Est-ce que tu peux nous lire la lettre que tu as envoyée à l'association ? Je rêve depuis longtemps de voir une ou des aurores boréales. Même petite, je trouvais ça magique. Je croyais même que c'était des étoiles de toutes les couleurs qui tombaient du ciel. Donc j'espère de tout mon cœur que mon rêve se réalisera. À bientôt, Carla. Tu envoies cette lettre à l'association et puis qu'est-ce qui se passe ?
Et puis un jour, quand on était en voiture avec mes parents et ma sœur, on a reçu un appel, un coup de fil. Et puis c'était pour nous dire comme quoi mon rêve il allait bientôt se réaliser, que c'était en train de se mettre en place et que j'allais bientôt partir en Laponie finlandaise. Tu avais déjà pris l'avion? Non, c'était la première fois que j'allais le prendre. Et tu arrives donc en Laponie. En Laponie finlandaise. À quoi ça ressemble? On arrive sous les nuages, il fait nuit et il y a de la neige, beaucoup de neige. Donc tu pars en motoneige la nuit. Combien de temps ça dure? Au moins 4 heures de motoneige. Et puis à la fin, on retournait à l'hôtel. Et sur le lac qui est en face de l'hôtel, on a regardé le ciel et puis on a vu une aurore boréale. Et puis c'est magique. Et même si le temps presse, Je me disais que j'ai réussi mon rêve, j'ai réalisé mon rêve et qu'il y a des tonnes et des tonnes de gens qui rêveraient de voir une aurore boréale et que moi j'en ai vu une. T'as aussi fait du traîneau avec des huskies, c'est ça? Ouais. Et ça se passe qu'on est assis dans un petit traîneau. Et puis on est tiré par les huskies. Et puis ça va vite, très vite. Et puis on profite du paysage. Qu'est-ce que tu voudrais dire peut-être aux autres enfants qui, comme toi, sont malades et auraient des envies, des rêves comme ça? Qu'ils perdent pas espoir, qu'ils continuent de se battre, qu'au bout d'un moment, un jour, ça paye forcément. Et que je serais peut-être un exemple pour eux, mais en tout cas, moi, j'ai pas de mots, tellement c'était bien et qu'il faut aussi qu'eux, ils réalisent leurs rêves un jour. j'irai au bout de mes rêves. Et voilà. Alors Carla est dans le public. Alors Carla, est-ce que réaliser ton rêve t'a aidé à supporter les traitements liés à ta maladie? Quand on réalise son rêve, on se dit qu'on arrive au bout, que c'est fini, qu'on a réussi à combattre la maladie, qu'on a tout fait, on est les plus forts. Chaque personne a un rêve et il faut que chaque personne puisse réaliser son rêve. Bravo. Alors pour faire un don pour l'association Rêve, vous allez sur le site www.rêve.fr. C'est important cette histoire, réaliser les rêves des gosses malades. Déjà, réaliser les rêves en général, c'est toujours ce qui doit nous faire agir et avancer. Et effectivement, pour celles et ceux qui, comme ça, ont besoin d'un petit coup de pouce, c'est bien. C'est super, bravo. Voilà, merci Christophe Castaner pour cette zone libre. Emmanuel comme un soleil, Emmanuel toujours plus belle, Emmanuel devant les yeux, la vraie merveille. Et on continue en zone libre, c'est la France qui se fâche par Gilles William Goldnadel. Alors récemment, plusieurs cas de violences policières ont mis le feu aux poudres. Le respect envers les forces de l'ordre part en fumée. On regarde. On a 2 collègues qui ont été passés à tabac par une bande de fous, qui sont mineurs pour la plupart, j'en suis sûr. Donc ils vont rien avoir, ils vont dire qu'ils vont s'excuser et ils ne seront pas punis. C'est une histoire de barbarie à visage urbain. C'est tout. C'est la détestation du flic français à caractère raciste. Il faut dire les choses, et il faut dire les choses sans avoir peur des mots, ce qui est le cas la plupart du temps. Alors je vais essayer de vous dire ce que je pense sans crainte. D'abord, ce qu'on a vu là, ce que vous avez vu là, c'est un lynchage sauvage à caractère raciste.
C'est la première des choses qu'il faut dire. Et ce que vous avez vu là, c'est quoi? C'est Champigny-sur-Marne, c'est les émeutes de la Saint-Sylvestre, c'est Aulnay-sous-Bois, où vous avez un type qui saute à pieds joints sur le visage d'un policier. Mais ça a continué toute la semaine. Ça a continué à Perpignan, ça a continué à Saint-Étienne, ça a continué à Argenteuil. Ce que je veux dire, Champigny, c'est pas quelque chose de marginal. Dans l'année, Thierry Ardisson, dans l'année, il y a eu 5600 flics de blessés. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est pas rien, ça. Ils n'en peuvent plus, les mecs. 5600. Et cette détestation du flic français, c'est pas une génération spontanée. Ça fait 30 ans que vous avez des rebelles sur canapé qui nous expliquent que ces flics franchouillards sont des racistes. Ça tombe pas du ciel. Rien que pendant la semaine de la Saint-Sylvestre, Mathieu Kassovitz, il est confortablement devant son tweet et il tweet aux flics « sale bâtard, espèce de bon à rien ». Vous avez un autre type, un certain Usul. Il se présente comme intellectuel marxiste, il est chroniqueur chez Mediapart. Le type, il est au show pendant la Saint-Sylvestre. Il a l'idée simplement d'une vidéo dans laquelle il explique doctement que pour établir la démocratie, il faut aller tabasser du flic. Ah ben, il n'y a pas d'autre. Donc la réalité, elle est là. Elle est là. Et si c'était que ça, parce qu'il y a encore une hiérarchie dans l'horreur. À Magnanville, vous avez un terroriste islamiste du nom d'Abala qui allait, on les voit là, elle s'appelle Jessica Schneider, il s'appelle Jean-Baptiste Chassin. Ils se sont fait tuer par ce Abala devant leur petit garçon de 3 ans. Alors, il faut dire les choses. Ne croyez surtout pas, Thierry, que ceux qui vous disent que la justice française aujourd'hui, elle fait le taf. Elle ne le fait pas. Et que quand elle condamne, beaucoup de peines ne sont pas exécutées. Vous ne le savez peut-être pas, mais les voyous à capuche, ceux qui lattent en disant « wesh », les flics français, ils le savent beaucoup mieux que vous. La réalité, elle est là. Et il ne faut pas se la cacher. Et la dernière réalité que je veux dire, parce qu'il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, la question qu'on se pose, est-ce que le visage de la policière lattée, là, est-ce qu'il vaut moins que le Théo? Est-ce qu'il vaut moins? Donc, la réalité aussi, et moi je la pose, je n'ai peur de rien. Est-ce qu'il ne faut pas, une bonne fois pour toutes, questionner le racisme anti-blanc, le racisme anti-femme, le racisme anti-flic qui existe dans ces quartiers qui ne sont plus tout à fait les nôtres? Christophe, moi, ce que je trouve extraordinaire dans ce pays, c'est que chaque année, le 1er janvier, on nous dit finalement tout va bien, il n'y a eu que 1000 voitures incendiées. Voilà. Et ça, tant qu'on sera dans un pays où on se félicite qu'il y ait eu 1000 voitures incendiées, ça n'ira pas. Voilà. Oui, vous avez raison, personne ne peut se féliciter de cela et personne ne peut accepter la violence. Et la violence faite aux institutions, le rejet des institutions, de toute forme d'ordre. Et l'ordre, c'est aussi les pompiers et on voit tous ces abus-là. Il faut les sanctionner très fortement. La garde des Sceaux, le 24 novembre, avait fait une circulaire à tous les procureurs de France pour leur dire que justement, sur les violences policières, il fallait une réponse ferme et efficace parce qu'on ne peut pas laisser atteindre à l'uniforme et donc aux institutions. Est-ce que l'enquête avance? L'enquête avance, il y aura des interpellations, il y aura des sanctions. Et elles seront fortes. Oui, voilà. Parce que chaque fois qu'il y a eu des sanctions, elles ont été fortes, contrairement à ce qui a été dit. Ensuite... Non. Alors non, si. Christophe, pas ça. Ah ben, attendez. Pas ça, Christophe. Les violences policières... Cette semaine, Christophe, je vous en supplie. Cette semaine, reportage de FR3. Nathalie Pérez, un couple de policiers se fait dérouiller chez eux. Ils se sauvent, on les suit en voiture. Ils se font à nouveau dérouiller. Regardez, je vous en supplie, le reportage.
Les types ont été arrêtés, ils ont été laissés en liberté. Pourquoi? Tu me demandes à moi. Tu me demandes à moi. Tu me demandes à moi. Ils sont en liberté, Christophe. Et ils seront défendus par un avocat, ils seront sanctionnés devant un juge au moment du procès. Ensuite, non mais. Il y a quand même un énorme problème de justice dans ce pays. Oui. Non mais, tout à l'heure, on a parlé de l'embolie de la justice. Excusez-moi, les mecs n'ont pas peur, en vérité. En vérité. Mais bien sûr, les mecs attaquent les flics, ils n'ont pas du peur. tout. Mais vous savez très bien que ce n'est pas la question de la sanction ou même de la peine. Jamais une peine n'a empêché la commission de l'acte. Et donc, de toute façon, sur ce qui s'est passé là, nous étions sur une soirée privée qui était organisée. Ils n'ont pas pu rentrer, ils ont pété un câble, ils sont devenus comme des animaux. C'est ça la réalité de ce qui s'est passé. Oui. Et donc, ils doivent être sanctionnés parce que, justement, ils s'en prennent aux institutions, parce que, justement, ils s'en prennent à un uniforme qui représente l'ordre dont on a besoin. Mais je ne rejoins pas tout à fait ce qui a été dit, parce que c'est parce qu'il faut protéger nos policiers de façon la plus forte possible qu'il faut aussi attendre d'eux et porter une exigence particulière. Et la référence à Théo et à la matraque, c'est quelque chose qu'on ne peut pas mettre non plus sur le même niveau, parce que si vous êtes représentant des institutions, je le suis, mais on a un devoir d'exemplarité plus fort encore que n'importe qui. Ouais. Moi, j'étais à peu près d'accord avec Gilles William sur le démarrage. Ça veut dire qu'effectivement, on ne peut plus tolérer ça aujourd'hui en France. Ces policiers qui portent l'uniforme sont des gens comme nous, qui ont des enfants, qui rentrent chez eux, qui se lèvent le matin pour faire en sorte qu'on vive bien. Et je trouve dommage que tu finisses sur ce principe de racisme anti-blanc, parce que moi, j'ai vu effectivement des policiers de toute origine se faire violenter de façon totalement scandaleuse et inadmissible. J'ai vu effectivement des gens de toutes les couleurs défendre ces policiers. Je suis noire, je ne fais pas de racisme anti-blanc, voilà, et je condamne, et on a été nombreux tous à condamner effectivement ces faits-là. Raquel Garrido. Chacun d'entre nous, on ne doit pas accepter, pas supporter la violence et pas être soi-même un générateur de violence et tension. Et c'est pas simple, parce que les gens comme ça qui frappent des femmes à terre, on a envie de leur péter la gueule. Et un homme à terre. Hein? On a juste envie de leur péter la gueule. Mais nous-mêmes, on ne peut pas être dans une logique de œil pour œil, dent pour dent. Il faut qu'on soit civilisateur. Et notre rôle à nous, qui ne sommes pas dans la violence, malgré tout, c'est continuer de prendre ces jeunes, non pas pour des animaux, non pas pour des sauvages, non pas pour des étrangers qui ne seraient plus dans la nation, mais néanmoins, nous avons tous la responsabilité de ces jeunesses qui est notre peuple, qui est notre nation. Oui. Faut avancer. Vas-y. Je peux pas répondre. Non, mais je fais le boulot le plus ingrat. Le mot de la fin, là. Le mot de la fin, c'est que je n'accepte pas qu'on ne questionne pas le racisme anti-blanc qui existe. Je n'accepte pas que quand il y a 4 flics blancs qui se déchaînent contre un délinquant noir, on accepte de questionner le racisme, et on a raison, et que quand il y a des types issus de l'immigration qui se déchaînent contre une policière blanche, mais il y avait des blancs aussi, mais il y avait des blancs. Ça n'est pas vrai. Il y avait de tout, mais si, on a vu les images. Le respect de l'uniforme commande que tu reconnaisses que ce qui est attaqué en eux, c'est leur uniforme et pas leur race. Parce que sinon, tu méprises leur propre uniforme. C'est en tant qu'uniforme qu'ils sont attaqués. Vous ne voulez pas percevoir le racisme anti-occidental, tant pis pour vous, j'y peux rien. Tu l'auras dit. Bon, on l'aurait dit. Commencez pas. Christophe Castaner, merci d'avoir essuyé les plaques. Bravo. Merci à vous. Alors, Franz, je suis un petit peu désolé, on avait annoncé votre zone libre. Oui. Eh ben, on la fera la semaine prochaine. Bah ouais, très bien. Je suis désolé, mais là, pour des raisons l'abondance de l'actualité. Voilà, mais bon, c'est pour la semaine prochaine. C'est important. C'est à cause du temps de parole du gouvernement. Oui, c'est ça. Oh non, mais attends, toi, tu vas voir ta gueule, tiens, attends. On va faire... Mais au contraire, pourquoi ils font pas arrête. Et qu'est-ce qui se passe? Je l'embrasse. Voilà. Oh, et voilà. J'avoue qu'elle est bonne à embrasser. Ouais. Oh, ben ça va. Balance ton porc et compagnie. Il a dit elle est bonne à embrasser. Elle est contente, elle vient de passer. On ne peut plus rien dire. Mais qu'en savez-vous, mon cher confrère? Elle vient de On va se passer. embrasser plus souvent qu'à ton tour. Alors maintenant, il est l'heure de changer de disque. On passe au blind test de l'actu. Bon, vous connaissez le principe. Vous écoutez la chanson et le premier qui nous dit à quel événement ça correspond a gagné. Concentrez-vous. Vous savez qu'à partir de maintenant, vous n'avez plus d'amis, là. C'est chacun pour sa gueule. J'en ai jamais eu, personnellement. C'est chacun pour sa gueule. Musique. J'étais sur la route toute la Quoi? J'ai rien compris. C'est quoi
Quoi, pardon? Putain, j'aurais dû le dire moi, c'était mal. Ah ouais, elle est bonne. Elle est bonne. On n'a rien compris. J'allais le dire. J'ose dire, elle est bonne. Ça fait 1 point pour Natacha Polony. Musique. Macron en Chine. Madénian. C'est trop facile. C'est trop facile, mais... On dit que c'est Macron maintenant. C'est bon. Hein. Pour le moment, ça fait 1 point pour Natacha, 1 point pour mon ami Madénian. Musique. À votre bon cœur, monsieur. À votre bon cœur, monsieur. Voyez mes fleurs, monsieur. Les pièces jaunes. À votre bon cœur, monsieur. À votre bon cœur, monsieur. Donc ça fait 2 points pour Natacha. Bravo Natacha. Bien Natacha. Merci. C'est bien Natacha. J'aime bien les félicitations. Comme quoi vous n'êtes pas Tu que brilles pas intellectuel. beaucoup, toi, N'est-ce pas? Musique. Pas de TGV à Montparnasse. Le problème, les petits problèmes à la SNCF. J'ai dit la fin de TGV à Montparnasse. Non, mais qu'est-ce qu'il faut faire dans ce... C'est Franz qui l'a dit. Ah bon? Maintenant, attends, non. Ah, je l'ai dit. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette tôle? Il faut monter sur la table? J'ai dit la SNCF en premier. Ce qui est drôle, Thierry, c'est qu'il dit la première syllabe et la fin 2 minutes après. Donc, la réponse. Mais qu'est-ce qu'elle est méchante, celle-là? Est-ce qu'on peut voir le ralenti en attendant? S'il vous plaît. Les pannes de TGV à Montparnasse. La SNCF. Le problème, les petits problèmes à la SNCF. J'ai dit la fin de TGV à Montparnasse. C'est lui 10 minutes. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, elle a le problème de la SNCF à la Mais j'ai dit S. J'ai même dit le lieu. C'est à Montparnasse. J'ai même dit le lieu. Non, c'est Madénian, ça fait. Madénian. Fait 2. Ça fait 2 pour Mais c'est Madénian. le 2 pour Natacha Polony. Attention. Allez. Jamais. Je sais le sujet. Attention là. I'm ready. Attention là. Musique. Le problème de neige. La neige qui tombe sur la danse quand ça va. Non, mais oui. Mais c'est quoi cette question? Mais c'est ridicule. Ça n'est pas de notre niveau. Je t'assure partenaire est que parti, oui. si je n'étais pas appointé, j'aurais quitté la table. Ah ouais. La question, on entend tombe la neige, la réponse c'est la neige. Non. Ah oui, c'est un jeu d'intellectuel. Non, mais lui, ça va pas, ça va pas. William. Il y a le train, là. J'entends siffler le train. SNCF. Tout est comme ça. C'est l'émission la plus facile. T'as raison. Tout le monde peut se croire très intelligent. C'est un jeu C'est un spécial jeu très très con. pour Madénian. Ah oui. Oh, elle est pas gagnée. Attends, moi je suis pas d'accord. Mathieu, il va C'est quoi gagner. l'actu? Non, mais c'est vrai Les qu'il chutes a de neige, raison. record en Savoie. Ok, qui l'a dit ça? Madénian marque le point. Musique. Oui, mais quoi? C'est le tweet qu'il a fait sur la polémique. C'est Son lui. anniversaire. Oui, l'anniversaire. Absolument. C'est son anniversaire. Gilles, tu reconnais... William, Je crois que je suis pas fait pour cela. tu reconnais pas ton indice. Mais Thierry, t'as C'est trouvé ton son indice. nouveau sampler. Vous pouvez pas avoir une autre photo là? Ouais. Je la sens. T'as raison. Je la sens pas cette photo. Ça pourrait être son sent, nouveau sampler. On sent que j'ai pris un an dans la gueule. Mais c'est ton anniversaire, là? Je voudrais pas être vulgaire. Qu'est-ce que vous avez prévu comme cadeau? Ça. Bon anniversaire, William. Alors là, ça va être beaucoup plus compliqué. Concentrez-vous. Musique. Paris-Dakar, en Argentine. Un max de blaire aux portes du désert, un paquet d'enfoirés au vent du Ténéré. Madénian a gagné. Sampleur Arménie, s'il vous plaît, pour Mathieu. Il y en a que pour eux. Moi, je Le monde s'est levé, le monde est avec toi. Pour toi, peuple
Bravo. Merci. Bravo Mathieu. On est fiers de toi. Merci beaucoup. Vive l'Arménie. Vive Charles Aznavour. Et Perpignan. Attention. Et maintenant, mesdames, messieurs, c'est le retour des terriens de Tanguy Pastureau. Alors on recommence avec nos ministres inconnus. Qu'ont-ils fait? Alors, rien. Hein. D'abord, ils ont marché tous ensemble. Hein. Nicolas Hulot a étrenné l'écharpe qu'il a eue à Noël. On lui en a fait une assez grande pour qu'il puisse se pendre avec la prochaine fois qu'il doit reculer sur une mesure environnementale, donc chaque jour. Désespéré, il a contemplé la grande épée d'un garde en se disant « Si je m'embroche dessus comme un porc lors d'un méchoui, j'aurai pas mal et peut-être ressentirai-je même un peu de plaisir selon le point d'entrée de l'épée. » Puis, il a fini par se percher sur une éolienne, un truc qui brasse du vent. C'était ça ou monter sur Ségolène Royal. Alors, ces deux potes sont redescendus. Hulot vit seul là-haut. Il est toujours bien coiffé parce qu'avec les listes, ça lui fait le même brushing que Bernadette Chirac. Et il se nourrit de mouettes qu'il arrive à choper. Salut l'artiste. Agnès Buzyn, ministre de la Santé, a, elle, présenté ses vœux à côté d'un sapin tout sec, en train de tomber. Hein, pour donner une belle image de dynamisme, il y avait soit ça, soit se filmer pour la bonne année au cimetière de Pantin, un jour de pluie. Alors Buzyn a fait 11 vaccins à l'arbre, hein, il va mieux, là c'est un baobab. Elisabeth Borne, ministre des Transports, est apparue toute bronzée. Hein, la compagnie créole à côté, c'est un groupe gothique. 8 mois qu'elle attend sur le quai des trains qui ne partent jamais. Donc elle est exposée aux UV 24 heures sur 24. Elle a plus pris l'air que le sexe de Strauss-Kahn. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, s'est rendu dans une école hein, avec le chanteur du groupe Placebo qui est devenu maîtresse. Et regardez, il a révisé la lettre B. Hein, alors on a au tableau biberon, bébé, ça lui a rappelé Gérald Darmanin. Blanc, ça lui a rappelé Elisabeth Borne avant. Hein, en fait, elle a eu le parcours inverse de Michael Jackson. Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, a lui fait « On n'est pas couché hein, », l'émission. C'est un adepte du SM. Il voulait commencer l'année par 80 coups de fouet avec une boule de cuir dans la bouche ou se retrouver face à Christine Angot. Ça fait plus mal. Il a choisi Angot. Puis, il a annoncé qu'ils allaient lutter contre les fake news, les fausses infos qu'on voit sur le net. Alors, pour les distinguer, une fake news, c'est trop gros pour être crédible. Exemple, si je vous dis Nicolas Hulot va bien, fake news. Si je vous dis Brigitte Macron a acheté un petit haut chez Tati à 4,99, fake news. Vous comprenez le principe? Gérard Larcher est vegan. Fake news. Voilà. Alors, en gros, bon, ça va être un nettoyage d'Internet. Hein. Il va juste rester parimatch.com avec des photos de Macron qui lance des bâtons à son chien. Quant à Cédric Villani, le seul député En Marche à être sapé comme un fan de Mylène Farmer en pleine dépression, il est allé en Chine avec le président hein, et a assisté à un moment rare, une micro-sieste de Macron. Il a dormi 1 seconde et 14 dixièmes et devrait donc ne plus avoir besoin de s'allonger jusque février. Allez, partons à droite. Avec Laurent Wauquiez, hein, qui a présenté ses vœux. Alors, toujours avec sa veste rouge pourrie, hein, qui devient la fringue la plus filmée de l'histoire, juste derrière votre t-shirt noir, Thierry, et le string de Zaya. Alors, il a eu une pensée pour ceux qui, au réveillon, étaient seuls. Hein, mais rien pour ceux qui, bien pire, étaient en famille. Entouré, donc, le ivre à la laine aussi chargée qu'une pensée de Christiane Taubira. Christian Estrosi, maire de Nice, a lui vécu un Noël sportif. Hein, il a fait une course à pied et a pris en photo son brushing impeccable en faisant croire à 4 gugus qu'ils étaient dans le cadre. Et avant, il a pris un bain de Noël hein, avec des gens défoncés et déguisés. C'est comme à Goa quand on est sous exta, mais avec des vieux. Alors du coup, le souci, c'est que les prostates ne tiennent pas. Et regardez, il pleut de l'urine de senior. Là, avec
Là, ah ben oui, c'est normal que vous défendiez votre génération. Hein, là, avec Skestrozzi à Budurine, il peut survivre 30 jours dans le désert, hein, comme Mike Horn. Alors, Hortense, 84 ans, au premier plan, qui a touché les seins d'une dame et le haut de la cuisse du dernier homme en France à porter un slip de bain, et depuis en cure de désintoxication aux opiacés et au sexe. Enfin, Alain Juppé a présenté ses vœux sous une grosse lampe qu'il chauffait. Il a la vie d'un plant de cannabis. Ainsi, croise des jeunes, ils vont le rouler. Allez, on part à gauche. Ah, on part à gauche avec François Hollande, hein, qui, pour les vacances, est parti à Granville, dans la Manche, avec Julie. Et ils se sont baladés sur la plage, tels deux mouettes mazoutées attendant la mort. Hollande engoncé dans une veste de petit mousse de 12 ans. Ce sont les pompiers qui l'ont désincarcéré ensuite en lui retirant le manteau au pied de biche, avec, regardez à leurs pieds, une touffe d'algues qui donnait l'impression que l'un des deux venait juste de perdre son pubis. Alors, les gens du coin ont vu ça, ils ont crié « Taillez-vous, ils ont la lèpre !» Et Julie a ramené François à la pension des Roses Fanées, où on s'occupe bien de lui. Oui, le PS est mort. Et pourtant, il y a encore des vautours qui tournent autour du cadavre. Ils sont 4. Il y a Luc Carvounas, un proche de Valls, le dernier. Valls aujourd'hui a moins de fans que Michel Fourniret. Et il y a Olivier Faure, qui a présenté ses vœux en posant avec une corde. Il a aussi fait une photo où on le voit en train de se tailler la veine jugulaire avec la tranche d'une feuille à 4 et une où on le voit en train d'écouter du M. Pokora au casque. Autant de techniques prisées par les suicidaires pour se donner la mort. Ah, c'est fun le PS. Alors, il y a Emmanuel Morel, un quasi-sosie de François Hollande. Lui, s'il rejoint Julie Gaillet dans une chambre obscure, celle-ci peut tout à fait lui dire « Oh, mon chouchou, viens me montrer que ce qu'il y avait sur la plage, c'était une algue et pas toi. » Et il y a évidemment Stéphane Le Foll, qu'on appelle maintenant Le Fou, parce qu'il faut l'être pour essayer de reconstruire le PS. Franchement, il faut débrancher le truc. Alors, Najat Vallaud-Belkacem, elle, a renoncé au Parti socialiste. Elle l'explique dans l'Obs, avec la photo d'elle la moins réussie depuis celle où, à l'âge de 2 ans, elle faisait du poney avec une cagoule rose. Parce que là, on a juste l'impression qu'elle est en train de faire ses besoins en prison. Ça, c'est de la conne. Allez, on part un peu plus à gauche. Avec Jean-Luc Mélenchon, qui, dans une manif, s'est révolté qu'on ose le fouiller. Lui, égal de Dieu, entité supérieure qui plane dans le cosmos. Nicolas Hulot l'a vu passer au-dessus de son éolienne. Il battait des ailes en se dirigeant vers le ciel et en criant « Je suis le soleil !» Il a dit « Personne me touche, c'est interdit. Avec lui, impossible de jouer à chat. Et pour lui dire bonjour, on fait... » Alors ensuite, il a pu défiler tranquille. Personne ne l'a plus touché. Il n'est pas tactile. Quand il va dans un spa, la dame lui balance dessus de l'huile de massage, comme on fait sur une pizza, et lui dit « Maintenant, tu te démerdes, pépère. » Enfin, le gagnant de la semaine. C'est Mounir Majoubi, un secrétaire d'État au numérique, qui est parti au CIS de Las Vegas, le salon des geeks. On lui a offert, c'est véridique, un caleçon anti-ondes et anti-Wi-Fi qui protège le pénis. Après, quand on chope un cancer généralisé, on n'a plus que ça qui fonctionne, ce qui permet de satisfaire le conjoint jusqu'à son dernier souffle. Las Vegas, où des robots stripteaseurs, et ça aussi c'est véridique, ont fait du pole dance. Ils ont des slips et on leur glisse dedans des bitcoins. Alors, c'est le 2018, quand les robots sont excitants. Voilà. Et moi-même, je voudrais dire à mon Thermomix qui me regarde que je l'aime et que j'ai envie de lui. Voilà, c'était une semaine sur la Terre. Bravo. Salut les robots. Merci, c'était Tanguy Bastureau. On le retrouve ici la semaine prochaine. Et on continue à jouer donc avec le winner de l'actu. Oui. C'est Mathieu Madénian qui l'avait remporté. D'ailleurs, il a marqué Mathieu Madénian sur Loose Rouge. Rappelez tout, c'est Mathieu. Là, je crois que c'est mon jour. Là, c'est le lobby là je gagne, Macron me tout. Non, très bien. Qui remportera l'Ours Rouge cette semaine? C'est le winner de l'actu.
Alors bon, vous appuyez, tu connais, ça marche toujours. Ouais, ça marche toujours. Au doigt et à l'œil. Au doigt et à l'œil. D'après le livre de Michael Wolff, consacré à Donald Trump, pourquoi ce dernier aime manger chez McDonald's? Pour garder la ligne, par patriotisme économique, parce qu'il déteste manger avec un couteau et une fourchette, ou pour ne pas être empoisonné. C'est patriotisme économique. Non. Pour être sûr de ne pas être empoisonné. Voilà. Absatou. En fait, il est très malin, Trump, parce qu'il va dans des McDo sans prévenir, et il est sûr, évidemment, que la bouffe... il faut reconnaître que c'est habile. Il faut reconnaître que c'est pas con. Ah oui. Bravo, Absatou. Merci. Ah, bravo. Quel objet ayant appartenu à Johnny Hallyday est en vente sur leboncoin.fr? Une crotte de nez déposée sous un siège d'avion en business class, un coton-tige usagé dans une poubelle du Stade de France, un poil de ses fesses récupéré sur la cuvette des toilettes d'un hôtel par une femme de ménage, ou un bout d'ongle retrouvé sur une plage à Saint-Barthélemy. On m'appelle Aucun. Moi, je dis c'est le coton-tige. Non. Ah putain, merde. les paquets du samedi. Tous. Non. Bon, bah, je dirais le poil de cul. Oui, le poil de fesse, absolument. Qui a été récupéré sur la cuvette. C'est génial. 200... Non, mais le plus con, c'est pas celui qui vend ça, c'est celui qui l'achète. 250 € le poil. J'ai beau aimer Johnny, si vous me l'aviez offert pour mon anniversaire, je suis pas sûr que ça m'aurait plu. Ah ouais. T'as eu mieux. Mathieu, tu devrais lancer l'expérience, t'as tellement de poils. Mais oui, il devient milliardaire. Il y en a plein, là. Qu'est-ce que Barbara et Patrick Giron, un couple de grands-parents américains, a souhaité offrir à sa famille pour Noël? Une maison à chacun de leurs petits-enfants, un tigre, un billet de loto gagnant d'un montant d'1 million de $, ou 27 kilos de cannabis. Cannabis? Oui. Bravo, Nathalie. Comment vous? Bah, ça, je l'ai lu. Je vais vous passer Ça. Alors, ils ont tous les deux plus de 80 ans et ils se sont fait arrêter par la police. C'est ce qu'ils ont dit, hein. Ah, ils ont dit que c'était pour les Noël de leurs petits-enfants. Pour Noël, petits-enfants. Attends, c'est pas la première fois. Oui. Ils n'ont pas de drôle. C'est quand t'as 80 berges et que tu te balades avec 27 kilos de cannabis, c'est classe quand même. Non? De qui parle Emmanuel Macron lorsqu'il dit « Si elle n'entend pas l'agacement de l'Élysée, c'est qu'elle est sourde ». Anne Hidalgo, Delphine Ernotte, Ségolène Royal, Angela Merkel ou Raquel Garrido. J'affirme qu'il s'agit de Delphine Ernotte. Et tu marques un point. Le premier point en un an. C'est son premier Et point. donc, c'était officiellement le cadeau d'anniversaire de la part de la prod. Qui t'a laissé buzzer. Et j'ai plaisir à saluer les déclarations présidentielles. Et on va faire le super banco. Voilà. Et alors? Est-ce que... Je suis excédé, c'est un braquage intellectuel. Est-ce que j'en peux plus? Est-ce que vous pourriez vous appeler mon anniversaire? William, parce que c'est bon. Regardez-moi bien. Regarde ce que j'ai rien dans les mains. Regarde, bon anniversaire. Regarde, c'est mon cadeau Allons-y. d'anniversaire. Bon anniversaire. Mon cadeau d'anniversaire, regarde bien. Quel est le nom du cheval Regarde, la retournée. offert par Emmanuel Macron au président chinois Xi Jinping? Je crois que je le sais. Fleur de Lys. Je le sais. Emmanuelito. Je le sais. Ténor de Beaune. Je le sais. Vésuve de Bréca. Je le sais. Ou cheval de course. Oh la gruge! Oh la gruge! Non mais c'est une blague! Ah, c'est honteux. Alors? Ah non, mais attends. Alors, mais il va très La bien. réponse. Il s'agit de Vésuve de Bréca. Bravo! C'est pas compliqué, vous savez. Toutes
été truqué quand même. J'espère que tout sera truqué la semaine prochaine. Ah oui, merci. Bon, alors, moi, je vous préviens, mon anniversaire, c'est le 23 avril. Ah Vous avez intérêt à me faire gagner. Moi, c'est le 10. Merci. Je vous demande de vous arrêter. Non mais Thierry... La semaine prochaine, c'est l'anniversaire de France. Ah oui. Voilà, c'était Les Terriens du Dimanche, l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission, à commencer par Stéphane Simon, à samedi. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.